Il existe, dans l'histoire de la pensée humaine, des instants où un esprit singulier parvient à transformer notre manière de percevoir le monde qui nous entoure. Richard Phillips Feynman fut l'un de ces esprits rares, un physicien dont la vision de l'électromagnétisme a bouleversé les fondements mêmes de notre compréhension de la lumière, de l'électricité et du magnétisme. Né le 11 mai 1918 à New York, dans le quartier de Far Rockaway, Feynman a grandi dans un environnement où la curiosité était cultivée comme une vertu cardinale. Son père, Melville Feynman, bien qu'il ne fût pas scientifique de profession, possédait cette capacité précieuse d'éveiller chez son fils un émerveillement profond devant les phénomènes naturels. C'est dans cette atmosphère de questionnement permanent que le jeune Richard a commencé à développer une intuition extraordinaire pour les lois qui gouvernent l'univers. L'électromagnétisme, cette force fondamentale qui régit les interactions entre les particules chargées, occupait déjà une place centrale dans la physique bien avant que Feynman ne s'y intéresse. James Clerk Maxwell, au XIXe siècle, avait unifié l'électricité et le magnétisme dans un ensemble de 4 équations d'une beauté mathématique remarquable. Ces équations décrivaient comment les champs électriques et magnétiques se propagent dans l'espace, comment ils interagissent avec la matière, et comment ils donnent naissance à ce phénomène que nous appelons la lumière. Pourtant, malgré l'élégance du cadre maxwellien, des questions profondes demeuraient sans réponse. Comment les photons, ces quanta de lumière, interagissent-ils véritablement avec les électrons? Quelle est la nature intime de la force électromagnétique à l'échelle quantique? C'est précisément à ces interrogations que Feynman consacra une partie essentielle de son génie. Pour comprendre l'ampleur de la contribution de Feynman à notre vision de l'électromagnétisme, il convient de se plonger dans le contexte scientifique de son époque. Au début du XXe siècle, la physique traversait une période de transformation radicale. La mécanique quantique, développée par des pionniers tels que Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger et Paul Dirac, avait révélé que le monde subatomique obéissait à des règles profondément différentes de celles de la physique classique. Les particules n'étaient plus de simples points matériels suivant des trajectoires déterminées, mais des entités dont le comportement ne pouvait être décrit qu'en termes de probabilité. Cette révolution conceptuelle posait un défi considérable lorsqu'il s'agissait de réconcilier la mécanique quantique avec la théorie classique de l'électromagnétisme de Maxwell. C'est dans ce paysage intellectuel bouillonnant que Feynman a forgé sa vision unique de l'électromagnétisme quantique. Son approche ne se contentait pas de résoudre des problèmes techniques, aussi importants fussent-ils. Elle proposait une manière entièrement nouvelle de penser les interactions entre la lumière et la matière, une manière qui alliait une rigueur mathématique impitoyable à une intuition physique d'une profondeur rare. Feynman ne cherchait jamais à obscurcir la réalité derrière un formalisme impénétrable. Au contraire, il aspirait toujours à trouver l'explication la plus claire, la plus directe, la plus honnête de ce que la nature nous révèle lorsque nous l'interrogeons avec suffisamment de patience et d'humilité. L'une des convictions les plus profondes de Feynman était que l'électromagnétisme n'est pas simplement une branche parmi d'autres de la physique, mais qu'il constitue le socle même de presque tous les phénomènes que nous observons dans notre vie quotidienne, la lumière qui éclaire nos journées, les couleurs qui embellissent le monde, la solidité des objets que nous touchons, les réactions chimiques qui entretiennent la vie, la transmission des signaux dans nos nerfs. Tout cela relève, en dernière, analyse de l'interaction électromagnétique. Feynman aimait rappeler que si l'on accepte la gravitation et les forces nucléaires, pratiquement tout ce que nous expérimentons au quotidien est une manifestation de l'électromagnétisme. Cette perspective confère à l'étude de cette force une importance qui dépasse largement le cadre de la physique théorique pour toucher à notre compréhension même de l'existence. Laissons-nous donc guider, avec calme et attention, à travers le monde tel que Feynman le percevait. Laissons-nous porter par cette vision où chaque rayon de lumière est une histoire de photons dansant dans l'espace-temps, où chaque force entre deux particules chargées est le résultat d'un échange invisible mais réel, où la nature dévoile
acquis, c'est l'écouter, une harmonie d'une simplicité surprenante cachée sous une apparente complexité. C'est un voyage qui nous mènera des équations de Maxwell au diagramme de Feynman, de la lumière visible aux photons virtuels, de l'électron solitaire aux interactions les plus subtiles de l'électrodynamique quantique. Avant de plonger dans les contributions propres de Feynman, il est essentiel de comprendre le socle sur lequel il a bâti son édifice intellectuel. Les 4 équations de Maxwell constituent le point de départ incontournable de toute réflexion sur l'électromagnétisme. Feynman lui-même, dans ses célèbres cours de physique dispensés au California Institute of Technology entre 1961 et 1963, consacrait un temps considérable à ces équations, non pas comme de simples formules à mémoriser, mais comme des fenêtres ouvertes sur la structure profonde de la réalité physique. La première équation de Maxwell, souvent appelée loi de Gauss pour le champ électrique, énonce que le flux du champ électrique à travers une surface fermée est proportionnel à la charge électrique totale, contenue à l'intérieur de cette surface. En termes plus intuitifs, cela signifie que les charges électriques sont les sources du champ électrique. Là où se trouve une charge positive, les lignes de champ électrique divergent vers l'extérieur, comme si la charge émettait une influence invisible dans toutes les directions de l'espace. Là où se trouve une charge négative, les lignes convergent vers elle, comme attirées par une présence mystérieuse. Feynman trouvait dans cette loi une beauté particulière, car elle exprime avec une concision remarquable le lien fondamental entre la matière chargée et le champ qu'elle engendre. La deuxième équation, la loi de Gauss pour le champ magnétique, affirme que le flux magnétique à travers toute surface fermée est toujours nul. Cette équation traduit un fait expérimental profond et, à ce jour, jamais démenti. Il n'existe pas de monopoles magnétiques isolés dans la nature. Contrairement aux charges électriques, qui peuvent être positives ou négatives et exister séparément, les pôles magnétiques se présentent toujours par paires. Chaque aimant possède un pôle nord et un pôle sud. Et si l'on brise un aimant en deux, on obtient non pas un pôle nord isolé et un pôle sud isolé, mais 2 aimants plus petits, chacun doté de ces 2 pôles. Feynman considérait cette asymétrie entre l'électricité et le magnétisme comme l'un des aspects les plus intrigants de l'électromagnétisme, et il n'hésitait pas à spéculer sur les conséquences théoriques qu'aurait la découverte éventuelle d'un monopôle magnétique. Paul Dirac avait d'ailleurs montré en 1931 que l'existence d'un seul monopôle magnétique dans l'univers suffirait à expliquer la quantification de la charge électrique, une idée que Feynman trouvait d'une élégance remarquable. La troisième équation, la loi de Faraday, décrit comment un champ magnétique variable dans le temps engendre un champ électrique. C'est cette loi qui explique le fonctionnement des générateurs électriques, des transformateurs et de tant d'autres dispositifs qui façonnent notre civilisation moderne. Lorsqu'un aimant se déplace à proximité d'une boucle de fil conducteur, le champ magnétique changeant à travers la boucle crée une force électromotrice qui pousse les électrons dans le fil, générant ainsi un courant électrique. Michael Faraday avait découvert ce phénomène expérimentalement en 1831, et Maxwell l'avait ensuite exprimé sous une forme mathématique précise. Feynman aimait souligner que cette loi révèle quelque chose de fondamental sur la nature de l'espace et du temps. Les champs électriques et magnétiques ne sont pas des entités indépendantes, mais des aspects complémentaires d'une réalité unique, le champ électromagnétique. La quatrième équation, la loi d'Ampère complétée par Maxwell, ferme le cercle en décrivant comment un champ électrique variable dans le temps, ainsi qu'un courant électrique, engendrent un champ magnétique. C'est Maxwell lui-même qui a ajouté le terme crucial du courant de déplacement, cette contribution du champ électrique variable qui permet aux équations de prédire l'existence d'ondes électromagnétiques se propageant dans le vide. Feynman considérait cet ajout de Maxwell comme l'un des actes intellectuels les plus audacieux et les plus féconds de toute l'histoire de la physique, car il a permis de comprendre que la lumière n'est rien d'autre qu'une onde électromagnétique, une oscillation couplée des champs électriques et magnétiques
se propageant à travers l'espace à une vitesse de 299 792,458 km par seconde. Ce qui fascinait particulièrement Feynman dans les équations de Maxwell, c'était leur universalité. Ces 4 équations, combinées à la force de Lorentz, qui décrit comment les champs électromagnétiques agissent sur les particules chargées, suffisent en principe à expliquer l'immense majorité des phénomènes physiques que nous observons à l'échelle macroscopique. La réflexion de la lumière sur un miroir, la réfraction à travers un prisme, la diffraction par une fente étroite, les couleurs de l'arc-en-ciel, le fonctionnement d'une antenne radio, la propagation des signaux dans une fibre optique, tout cela découle de ces quelques équations. Feynman voyait dans cette économie explicative un signe de la profondeur et de la vérité de ces lois. Feynman avait l'habitude de dire dans ses cours au Caltech que les équations de Maxwell contenaient en elles-mêmes l'embryon de la relativité restreinte. En effet, ces équations prédisent que les ondes électromagnétiques se propagent à une vitesse constante, indépendante du mouvement de la source ou de l'observateur. Cette propriété, qui peut sembler anodine à première vue, est en réalité profondément révolutionnaire. C'est précisément cette constance de la vitesse de la lumière qui a conduit Albert Einstein, en 1905, à formuler la théorie de la relativité restreinte. Feynman aimait souligner cette connexion intime entre l'électromagnétisme et la relativité, montrant comment les champs électriques et magnétiques se transforment l'un en l'autre lorsqu'on change de référentiel. Un champ purement électrique dans un référentiel donné apparaît comme un mélange de champs électriques et de champs magnétiques dans un autre référentiel en mouvement. Cette interconvertibilité des deux champs confirme qu'ils ne sont que deux facettes d'une seule et même entité physique, le tenseur électromagnétique de la relativité restreinte. Pourtant, Feynman ne se satisfaisait pas d'une compréhension purement classique de l'électromagnétisme. Il savait que les équations de Maxwell, aussi puissantes soient-elles, ne racontaient qu'une partie de l'histoire. À l'échelle des atomes et des particules subatomiques, le comportement de la lumière et de la matière révèle des propriétés qui échappent totalement au cadre classique. Les photons, ces quanta d'énergie lumineuse dont l'existence avait été postulée par Albert Einstein en 1905 pour expliquer l'effet photoélectrique, ne se comportent ni comme des particules classiques, ni comme des ondes classiques. Ils possèdent des propriétés des deux, mais ne sont réductibles à aucune de ces catégories familières. C'est pour rendre compte de ce comportement quantique de la lumière et de ses interactions avec la matière chargée que Feynman a développé, avec Julian Schwinger et Shinichiro Tomonaga, la théorie de l'électrodynamique quantique, une théorie qui constitue l'une des plus grandes réalisations intellectuelles du XXe siècle. La lumière a toujours occupé une place privilégiée dans la réflexion des physiciens et des philosophes. Depuis les temps les plus anciens, les penseurs se sont interrogés sur sa nature. Est-elle constituée de particules, comme le pensait Isaac Newton au XVIIe siècle, lui qui imaginait des corpuscules lumineux se propageant en ligne droite? Est-elle une onde, comme le proposait Christian Huygens à la même époque, lui qui voyait dans la lumière une vibration se transmettant à travers un milieu hypothétique? Le débat entre ces deux conceptions a traversé les siècles, chacune remportant des victoires et subissant des défaites au gré des découvertes expérimentales. Au XIXe siècle, les expériences d'interférence et de diffraction menées par Thomas Young et Augustin Fresnel semblaient avoir définitivement tranché en faveur de la nature ondulatoire de la lumière. L'expérience de Young, réalisée pour la première fois en 1801, montrait que lorsque la lumière passe à travers deux fentes étroites et parallèles, elle produit sur un écran un motif d'interférence, une alternance régulière de bandes, lumineuses et sombres, qui ne peut s'expliquer que par un phénomène d'interférence entre des ondes. Puis, la synthèse magistrale de Maxwell avait confirmé que la lumière était une onde électromagnétique, donnant à la théorie ondulatoire un fondement théorique solide. Mais le XXe siècle est venu bouleverser cette certitude apparente. En 1900,
Max Planck a introduit l'idée que l'énergie électromagnétique est émise et absorbée par la matière sous forme de paquets discrets, qu'il a appelés quanta. La constante qui porte son nom, d'une valeur d'environ 6,626 fois 10 puissance moins 34 joules-secondes, est devenue l'une des constantes fondamentales de la physique. Puis, en 1905, Einstein a montré que l'effet photoélectrique, l'éjection d'électrons d'une surface métallique par la lumière, ne pouvait s'expliquer que si la lumière elle-même était constituée de quanta d'énergie, de photons, chacun portant une énergie égale à la constante de Planck multipliée par la fréquence de la lumière. Cette découverte, pour laquelle Einstein a reçu le prix Nobel de physique en 1921, a ramené la conception corpusculaire de la lumière sur le devant de la scène scientifique. Feynman, avec la clarté qui le caractérisait, a proposé une réponse qui transcende cette dichotomie historique. La lumière n'est ni une particule classique, ni une onde classique. Elle est quelque chose de fondamentalement nouveau, quelque chose que la mécanique quantique nous oblige à accepter tel que la nature nous le présente, sans tenter de le réduire à des catégories familières issues de notre expérience quotidienne. Feynman disait souvent que la nature n'a aucune obligation d'être compréhensible en termes d'analogie tirée du monde macroscopique. Les photons sont des photons, et toute tentative de les décrire comme des particules qui se comportent parfois comme des ondes ou comme des ondes qui se comportent parfois comme des particules est vouée à l'échec, car elle impose à la réalité microscopique des cadres conceptuels inadaptés. Dans ses conférences publiques sur l'électrodynamique quantique, rassemblées dans l'ouvrage intitulé « L'étrange théorie de la lumière et de la matière », publié en 1985, Feynman a offert au grand public une explication d'une limpidité extraordinaire de ce que nous savons réellement sur la lumière. Il commençait par observer que la lumière se comporte, dans certaines expériences, exactement comme si elle était constituée de petits paquets d'énergie, des photons. Lorsqu'un détecteur suffisamment sensible, un photomultiplicateur par exemple, est placé dans un faisceau lumineux de très faible intensité, il enregistre des clics individuels, chacun correspondant à l'arrivée d'un seul photon. Ce comportement corpusculaire est indéniable et reproductible. Mais la lumière présente également des comportements qui semblent typiquement ondulatoires. L'expérience des deux fentes de Young, que Feynman considérait comme contenant le seul mystère de la mécanique quantique, en est l'illustration la plus frappante. Ce qui est véritablement stupéfiant, et que Feynman soulignait avec insistance, c'est que le motif d'interférence persiste même lorsque les photons sont envoyés un par un, à des intervalles de temps suffisamment grands pour qu'un seul photon soit présent dans l'appareil à chaque instant. Chaque photon individuel arrive en un point précis de l'écran, il produit un clic dans un détecteur localisé, révélant sa nature corpusculaire. Mais lorsqu'on accumule les impacts de nombreux photons individuels, le motif d'interférence émerge progressivement, comme si chaque photon avait su où les autres allaient aller. Comment un photon unique peut-il interférer avec lui-même? Comment peut-il connaître la présence des deux fentes alors qu'il ne passe, semble-t-il, que par une seule? Feynman tirait de cette observation une conclusion d'une portée considérable. On ne peut pas décrire le comportement d'un photon en disant qu'il passe par une fente ou par l'autre. La seule description correcte est que le photon explore simultanément tous les chemins possibles entre la source et le détecteur, et que l'amplitude de probabilité associée à chaque chemin contribue au résultat final par un processus d'interférence. Ce n'est pas que le photon se divise en deux ou qu'il passe par les deux fentes à la fois, au sens classique de ces expressions. C'est plutôt que la notion même de trajectoire unique, si naturelle dans notre expérience macroscopique, cesse d'être applicable au niveau quantique. Cette vision des choses est au cœur de l'approche de Feynman de l'électromagnétisme quantique, et elle constitue le fondement de ce qu'on appelle l'intégrale de chemin ou la somme sur les histoires. C'est une approche qui transforme radicalement notre manière de penser la propagation de la lumière et, plus généralement, le comportement de toutes les particules quantiques.
L'une des contributions les plus profondes et les plus originales de Richard Feynman à la physique est sa formulation de la mécanique quantique en termes d'intégrale de chemin, une approche qu'il a développée dans sa thèse de doctorat soutenue à l'Université de Princeton en 1942, sous la direction de John Archibald Wheeler. Cette formulation, appliquée à l'électromagnétisme, offre une vision de la lumière et de ses interactions d'une beauté et d'une puissance conceptuelle remarquables. L'idée fondamentale est la suivante. Dans la mécanique classique, un objet se déplace d'un point à un autre en suivant une trajectoire unique, celle qui minimise une quantité appelée l'action. C'est le principe de moindre action, formulé sous diverses formes par Pierre de Fermat pour la lumière, par Pierre-Louis Maupertuis pour les particules, et par Joseph-Louis Lagrange et William Rowan Hamilton pour la mécanique générale. Ce principe avait déjà une longue et riche histoire en physique et constitue l'un des principes les plus profonds de la physique classique. Feynman a montré que dans le monde quantique, cette image de la trajectoire unique doit être remplacée par une somme sur toutes les trajectoires possibles. Un photon qui va d'un point A à un point B ne suit pas un seul chemin. Il explore, en un sens bien défini mathématiquement, tous les chemins imaginables entre A et B, les chemins droits, les chemins courbes, les chemins qui font des détours extravagants, les chemins qui remontent dans le temps puis reviennent, absolument tous les chemins. À chaque chemin est associée une amplitude de probabilité, un nombre complexe dont la phase est déterminée par l'action classique le long de ce chemin, divisé par la constante de Planck réduite. La probabilité que le photon arrive en B est ensuite obtenue en additionnant toutes ces amplitudes, en réalisant la somme sur toutes les histoires, puis en prenant le carré du module de la somme résultante. Ce qui rend cette approche si remarquable, c'est qu'elle permet de retrouver l'optique classique comme un cas limite. Pour un faisceau lumineux macroscopique contenant un nombre considérable de photons, les chemins qui s'écartent significativement du chemin classique ont des phases qui varient rapidement et qui, en s'additionnant, s'annulent mutuellement par interférence destructive. Seuls les chemins proches du chemin classique, celui qui minimise l'action, contribuent de manière significative à l'amplitude totale. C'est pourquoi, à l'échelle macroscopique, la lumière semble suivre des trajectoires bien définies, obéissant aux lois de l'optique géométrique, la propagation en ligne droite, la réflexion avec un angle d'incidence égal à l'angle de réflexion, la réfraction selon la loi de Snell-Descartes. Feynman illustrait cette idée avec l'exemple lumineux de la réflexion de la lumière par un miroir. Dans la description classique, un rayon lumineux qui frappe un miroir est réfléchi selon un angle égal à l'angle d'incidence et seul le point central du miroir contribue à la réflexion. Mais dans la description quantique de Feynman, le photon explore tous les chemins possibles, y compris ceux qui impliquent une réflexion sur les bords du miroir ou même des chemins qui ne touchent pas du tout le miroir. Les amplitudes associées aux chemins qui passent par les bords du miroir oscillent rapidement et s'annulent entre elles, de sorte que seule la contribution du chemin classique survit. Mais, et c'est là que l'expérience devient vraiment révélatrice, si l'on gratte le miroir de manière à ne laisser intactes que certaines zones régulièrement espacées, correspondant aux chemins dont les amplitudes sont toutes de même signe, alors on obtient un réseau de diffraction qui peut réfléchir la lumière dans des directions totalement différentes de la direction classique. Cela prouve que les chemins non classiques existent bel et bien et contribuent réellement à l'amplitude totale, même si leur contribution est normalement masquée par l'interférence destructive. Cette vision de la lumière en termes de somme sur les histoires a conduit Feynman à une compréhension profondément unifiée des phénomènes optiques. La réflexion, la réfraction, la diffraction, l'interférence, tous ces phénomènes qui semblaient si différents les uns des autres dans le cadre de l'optique classique, apparaissent dans le cadre feynmanien comme des manifestations d'un seul et même mécanisme fondamental, l'interférence entre les amplitudes de probabilité associées aux différents chemins possibles du photon. Cette unification conceptuelle est l'un des triomphes les plus élégants de l'approche de Feynman.
Il est important de noter que Feynman ne prétendait pas que les photons parcourent réellement tous ces chemins au sens classique du terme. Ce qui est réel, dans la théorie, ce sont les amplitudes de probabilité et leur somme. La notion de chemin individuel n'est qu'un outil mathématique commode pour organiser le calcul. Feynman était très prudent sur ce point et mettait en garde contre la tentation de prendre les images intuitives trop au pied de la lettre. La nature quantique est ce qu'elle est, et nos tentatives pour la décrire en termes de trajectoire classique sont nécessairement approximatives et métaphoriques. Armé de sa formulation en termes d'intégrale de chemin, Feynman a abordé le grand défi de la physique théorique de son époque: la construction d'une théorie quantique complète et cohérente de l'interaction électromagnétique. Cette théorie, l'électrodynamique quantique, souvent désignée par l'abréviation QED pour Quantum Electrodynamics, est le joyau de la physique du XXe siècle et demeure, à ce jour, la théorie physique la plus précisément vérifiée par l'expérience jamais conçue par l'esprit humain. L'électrodynamique quantique décrit l'interaction entre la lumière et la matière chargée, plus précisément l'interaction entre les photons et les électrons, bien que la théorie s'applique également à d'autres particules chargées. Dans cette théorie, toutes les interactions électromagnétiques sont réduites à un processus élémentaire d'une simplicité remarquable. Un électron émet ou absorbe un photon. C'est tout. Toute la richesse phénoménale de l'électromagnétisme, depuis la lumière des étoiles jusqu'à la chimie de la vie, depuis les ondes radio jusqu'à la cohésion des solides, découle de ce processus élémentaire unique, répété et combiné de manière innombrables. La probabilité que ce processus élémentaire se produise est caractérisée par une quantité fondamentale de la physique, la constante de structure fine, dont la valeur est approximativement 1 divisé par 137,036. Cette constante, qui est un nombre pur, sans dimension, mesure l'intensité du couplage entre les électrons et les photons. Le fait qu'elle soit nettement inférieure à 1 est d'une importance capitale, car cela signifie que les processus impliquant un nombre croissant d'interactions deviennent de moins en moins probables, ce qui permet de calculer les quantités physiques par un procédé d'approximation successive appelé la théorie des perturbations. Feynman a été le premier à concevoir une manière systématique et intuitive d'organiser ces calculs perturbatifs. C'est ainsi que sont nés les diagrammes de Feynman, l'un des outils les plus puissants et les plus iconiques de la physique théorique moderne. Ces diagrammes sont bien plus que de simples illustrations pédagogiques. Chaque diagramme correspond à une expression mathématique précise, un terme dans le développement perturbatif de l'amplitude de diffusion. Et les règles pour traduire un diagramme en formule mathématique sont exactes et sans ambiguïté. Dans un diagramme de Feynman typique pour l'électrodynamique quantique, les électrons sont représentés par des lignes droites, munies de flèches indiquant le sens de propagation, les positrons, les antiparticules des électrons, par des lignes similaires avec des flèches inversées, et les photons par des lignes ondulées. Les interactions se produisent au point où ces lignes se rencontrent, appelés vertex. Chaque vertex représente le processus élémentaire fondamental. Un électron émet ou absorbe un photon. La beauté du formalisme réside dans le fait que des processus physiques extrêmement complexes peuvent être décomposés en combinaisons de ces vertex élémentaires. Considérons par exemple le processus le plus simple de l'électrodynamique quantique, la diffusion de deux électrons l'un par l'autre, ce qu'on appelle la diffusion de Müller. Au niveau le plus basique, ce processus peut être représenté par un diagramme dans lequel les deux électrons échangent un seul photon virtuel. L'électron numéro 1 émet un photon en un vertex. Ce photon se propage jusqu'à l'électron numéro 2 qu'il absorbe en un second vertex. Le résultat est un transfert d'impulsion entre les deux électrons, ce qui se manifeste comme une force, la force électromagnétique répulsive entre deux charges de même signe. Mais ce n'est que l'approximation la plus grossière. Pour obtenir un résultat plus précis, il faut considérer des diagrammes plus complexes. L'échange de deux photons, la création
et l'annihilation de paires électrons-positrons virtuels le long du trajet du photon échangé, l'émission et la réabsorption de photons virtuels par chaque électron. Chaque diagramme supplémentaire contribue un terme de correction au résultat, et ces corrections sont de plus en plus petites car chaque vertex supplémentaire introduit un facteur proportionnel à la racine carrée de la constante de structure fine, qui est d'environ 0,085. L'un des aspects les plus remarquables de la vision feynmanienne de l'électromagnétisme est le concept de photon virtuel. Pour comprendre ce concept, il faut d'abord saisir la distinction entre les photons réels et les photons virtuels dans le cadre de l'électrodynamique quantique. Un photon réel est un quantum de lumière que l'on peut détecter directement. C'est le photon qui frappe notre rétine et nous permet de voir, le photon qui est émis par une antenne radio ou capté par un récepteur. Un photon réel possède une énergie et une impulsion liées par la relation de masse nulle. Son énergie est exactement égale au produit de la constante de Planck, réduite par la vitesse de la lumière et par le module de son vecteur d'onde. Il se propage sur le cône de lumière et peut, en principe, voyager à travers l'univers entier sans se désintégrer. Un photon virtuel, en revanche, est un concept plus subtil. Il apparaît dans les diagrammes de Feynman comme la ligne ondulée qui relie deux vertex, représentant le médiateur de l'interaction entre deux particules chargées. Contrairement au photon réel, le photon virtuel n'obéit pas nécessairement à la relation énergie-impulsion des particules réelles. Il peut avoir une masse effective, non nulle, positive ou même imaginaire. Il ne peut pas être détecté directement. Toute tentative de le mesurer perturberait l'interaction qu'il médit et transformerait le processus en un phénomène physiquement différent. Feynman décrivait les photons virtuels avec une métaphore éclairante. Imaginons, disait-il, deux patineurs sur une patinoire qui se lancent mutuellement un ballon. Lorsque le patineur numéro 1 lance le ballon, le recul le pousse en arrière. Lorsque le patineur numéro 2 attrape le ballon, l'impact le pousse également en arrière. Le résultat net est que les deux patineurs s'éloignent l'un de l'autre. Ils semblent se repousser. Le ballon joue ici le rôle du photon virtuel, et la force répulsive entre les deux patineurs est l'analogue de la force électromagnétique répulsive entre deux charges de même signe. Mais cette analogie, comme Feynman le reconnaissait volontiers, a ses limites. Elle explique assez bien la force répulsive, mais qu'en est-il de la force attractive entre deux charges de signes opposés? Il n'est pas facile d'imaginer un mécanisme d'échange de ballons qui produise une attraction. C'est là que la nature quantique du phénomène devient essentielle et que les analogies classiques atteignent leurs limites. Dans le formalisme mathématique de l'électrodynamique quantique, le signe de la force, attractif ou répulsif, émerge naturellement des calculs, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des mécanismes intuitifs. Le concept de photon virtuel permet à Feynman de donner une interprétation profondément unifiée de la force électromagnétique. Dans la physique classique de Maxwell, la force entre deux charges est médiée par le champ électromagnétique, une entité continue qui remplit l'espace entre les charges. Dans la vision quantique de Feynman, cette force est le résultat d'un échange incessant de photons virtuels entre les particules chargées. Les deux descriptions sont correctes dans leur domaine de validité respectif, mais la description en termes de photons virtuels est plus fondamentale, car elle inclut les effets quantiques que la description classique néglige. Il est crucial de comprendre que les photons virtuels ne sont pas de simples artifices mathématiques, dépourvus de signification physique. Ils ont des conséquences mesurables et vérifiées expérimentalement. L'un des exemples les plus frappants est l'effet Casimir, prédit théoriquement par le physicien néerlandais Hendrik Casimir en 1948. Cet effet se manifeste comme une force d'attraction entre deux plaques métalliques parallèles non chargées, placées dans le vide. L'explication en termes de photons virtuels est la suivante. Le vide quantique est peuplé de fluctuations du champ électromagnétique, qui peuvent être interprétées comme des photons virtuels apparaissant et disparaissant continuellement. Entre les deux plaques, seuls certains modes de ces fluctuations sont permis.
ceux dont la longueur d'onde est compatible avec l'espacement entre les plaques. À l'extérieur des plaques, tous les modes sont permis. Cette asymétrie crée une pression nette qui pousse les plaques l'une vers l'autre. L'effet Casimir a été mesuré expérimentalement avec une grande précision, notamment par Steve Lamoro en 1997, confirmant les prédictions de la théorie. Un autre exemple spectaculaire des conséquences des photons virtuels est le décalage de Lamb, découvert expérimentalement par Willis Lamb et Robert Rutherford en 1947. Ce décalage est une petite différence d'énergie entre deux niveaux de l'atome d'hydrogène, les niveaux 2s1,5 et 2p1,5, qui devraient avoir exactement la même énergie selon la théorie de Dirac de l'électron. L'explication de ce décalage a été l'un des triomphes de l'électrodynamique quantique et l'une des motivations principales de son développement. Les photons virtuels que l'électron émet et réabsorbe continuellement modifient légèrement l'énergie de ces niveaux orbitaux, et cette modification diffère selon la forme de l'orbital, ce qui crée le décalage observé. Le calcul de ce décalage par Hans Bethe, puis par Feynman, Schwinger et Tomonaga, avec une précision croissante, a constitué l'un des premiers succès quantitatifs de la QED. L'électrodynamique quantique de Feynman n'est pas née sans douleur. Son développement a nécessité de surmonter un obstacle conceptuel et technique redoutable, le problème des infinis. Ce problème, qui avait paralysé la physique théorique pendant près de 2 décennies, mérite qu'on s'y attarde, car sa résolution illustre de manière éclatante le génie et l'audace intellectuelle de Feynman. Le problème se manifeste dès que l'on tente de calculer les propriétés physiques d'un électron en tenant compte de ses interactions avec le champ électromagnétique quantique. Un électron, en vertu de sa charge, est perpétuellement entouré d'un nuage de photons virtuels qu'il émet et réabsorbe sans cesse. Ce nuage de photons virtuels modifie les propriétés de l'électron, sa masse, sa charge, son moment magnétique. Mais lorsqu'on tente de calculer ces modifications à l'aide de la théorie des perturbations, on obtient des résultats infinis. L'énergie d'auto-interaction de l'électron, c'est-à-dire l'énergie du nuage de photons virtuels qui l'entoure, diverge. La correction à la charge de l'électron diverge. La correction à sa masse diverge. Partout, des infinis surgissent et semblent rendre la théorie incohérente. Ce problème n'était pas nouveau. Il existait déjà dans l'électrodynamique classique, où l'énergie du champ électrique d'une charge ponctuelle est infinie. Mais dans le contexte de la théorie quantique des champs, le problème était bien plus aigu, car les infinis apparaissaient dans les prédictions de quantités mesurables, ce qui est inacceptable pour une théorie physique digne de ce nom. La solution, développée de manière indépendante par Feynman, Schwinger et Tomonaga à la fin des années 1940, est connue sous le nom de renormalisation. L'idée, dans sa version la plus intuitive, celle de Feynman, est la suivante. Les infinis qui apparaissent dans les calculs proviennent de notre tentative de séparer les propriétés nues de l'électron, sa masse et sa charge en l'absence de toute interaction, de ses propriétés habillées, sa masse et sa charge, effectives, telles qu'elles sont modifiées par le nuage de photons virtuels. Mais cette séparation est artificielle, car un électron réel est toujours accompagné de son nuage de photons virtuels. Ce que nous mesurons expérimentalement, ce ne sont jamais les propriétés nues de l'électron, mais toujours ses propriétés habillées. La procédure de renormalisation consiste à reconnaître que les paramètres nus de la théorie, la masse nue et la charge nue de l'électron, ne sont pas des quantités physiques observables. Ce sont des quantités auxiliaires qui peuvent être choisies de manière à absorber les infinis qui apparaissent dans les calculs. En substituant partout les paramètres nus par les paramètres physiques mesurés, la masse et la charge réelle de l'électron, les infinis disparaissent et il ne reste que des prédictions finies et parfaitement définies pour toutes les quantités observables. Feynman était le premier à reconnaître que cette procédure, bien qu'elle fonctionne remarquablement bien en pratique, soulève des questions conceptuelles profondes. Il comparait la renormalisation à un tour de passe-passe mathématique, un tour brillant, certes, mais dont la signification physique ultime
n'est pas encore pleinement comprise. Il espérait qu'un jour, une théorie plus fondamentale expliquerait pourquoi la renormalisation fonctionne et éliminerait la nécessité de recourir à cette astuce. Cet espoir n'a pas encore été pleinement réalisé, bien que les développements ultérieurs de la physique théorique, notamment la théorie du groupe de renormalisation de Kenneth Wilson, aient considérablement clarifié la signification physique de cette procédure. La renormalisation, une fois mise en œuvre, confère à l'électrodynamique quantique une puissance prédictive sans précédent dans l'histoire de la physique. La théorie peut calculer des quantités physiques avec une précision ahurissante, et ses prédictions sont vérifiées par l'expérience avec une concordance qui confine au miraculeux. L'exemple le plus célèbre est le moment magnétique anomale de l'électron. Selon la théorie de Dirac, un électron possède un moment magnétique intrinsèque dont la valeur est exactement un magnéton de Bohr. Mais les corrections quantiques dues aux photons virtuels modifient légèrement cette valeur. Le facteur gyromagnétique de l'électron, noté G, devrait valoir exactement 2 selon Dirac. L'électrodynamique quantique prédit que ce facteur est légèrement supérieur à 2, en raison des corrections radiatives. La première correction, calculée par Julian Schwinger en 1948, ajoute au facteur G un terme égal à la constante de structure fine divisée par 2 fois pi, ce qui donne environ 0,00116. Les calculs ultérieurs, poussés jusqu'à des ordres de perturbations vertigineux impliquant des milliers de diagrammes de Feynman, donnent une prédiction théorique qui concorde avec les mesures expérimentales les plus précises à mieux qu'une partie par milliard. Plus exactement, la valeur mesurée du facteur G-2 divisé par 2 est de 1,001596526521807 fois 10 puissance moins 3, avec une incertitude expérimentale de l'ordre de quelques parties par 10 milliards. La prédiction théorique de l'électrodynamique quantique concorde avec cette valeur avec une précision comparable. C'est l'accord le plus précis entre théorie et expérience dans toute l'histoire de la science. Feynman était à la fois fier et perplexe devant ce succès extraordinaire. Il était fier parce que l'électrodynamique quantique, qu'il avait contribué à créer, fonctionnait au-delà de toute espérance raisonnable. Mais il était perplexe parce qu'il ne comprenait pas pourquoi elle fonctionnait si bien. La procédure de renormalisation, malgré son efficacité, lui semblait manquer de la transparence conceptuelle qu'il recherchait toujours dans une bonne théorie physique. Cette insatisfaction intellectuelle est caractéristique de Feynman. Même face au plus grand succès, il restait vigilant, conscient que la compréhension complète d'un phénomène naturel exige plus que la capacité de calculer des nombres qui concordent avec les mesures. La vision feynmanienne de l'électromagnétisme s'étend bien au-delà des processus élémentaires entre photons et électrons individuels. Elle englobe l'ensemble des phénomènes électromagnétiques que nous observons dans le monde macroscopique, offrant une perspective unifiée qui relie le monde quantique microscopique au monde classique de notre expérience quotidienne. Commençons par la lumière elle-même. Dans la vision de Feynman, un faisceau lumineux n'est pas une onde classique au sens strict. C'est un flux de photons, chacun portant un quantum d'énergie et d'impulsion. Mais lorsque le nombre de photons est très grand, comme c'est le cas pour tout faisceau lumineux que nous pouvons percevoir à l'œil nu, le comportement collectif de ces photons reproduit exactement le comportement d'une onde classique décrite par les équations de Maxwell. Les champs électriques et magnétiques oscillant de l'onde classique émergent comme des propriétés statistiques de l'ensemble des photons. C'est un exemple remarquable de ce qu'on appelle le principe de correspondance. La mécanique quantique rejoint la physique classique dans la limite des grands nombres quantiques. Feynman aimait illustrer cette correspondance par l'exemple de la lumière émise par une ampoule à incandescence. Le filament chauffé émet des photons dans toutes les directions et à toutes les fréquences du spectre visible, ainsi que dans l'infrarouge et l'ultraviolet. Chaque photon est émis individuellement par un atome du filament qui effectue une transition entre 2 niveaux d'énergie. Mais le nombre de photons émis par seconde est si colossal
de l'ordre de 10 puissance 18 ou davantage, que l'effet collectif est celui d'une source lumineuse continue et régulière, exactement comme le décrit la théorie classique. La couleur de la lumière, dans la vision de Feynman, est directement liée à la fréquence des photons qui la composent. Un photon de lumière rouge a une fréquence d'environ 430 THz, soit 430 000 milliards d'oscillations par seconde, tandis qu'un photon de lumière violette a une fréquence d'environ 750 THz. L'énergie de chaque photon est proportionnelle à sa fréquence. Un photon violet est presque 2 fois plus énergétique qu'un photon rouge. Cette relation entre l'énergie et la fréquence, établie par Planck et Einstein au début du XXe siècle, est l'un des piliers de la physique quantique et trouve sa justification la plus profonde dans le cadre de l'électrodynamique quantique. Le phénomène de la réflexion de la lumière par une surface métallique s'explique également dans le cadre feynmanien. Lorsqu'un photon frappe un miroir métallique, il interagit avec les électrons libres du métal. Dans le langage des diagrammes de Feynman, le photon incident est absorbé par un électron du métal. Puis un nouveau photon est émis dans la direction réfléchie. La probabilité que ce processus se produise dans une direction donnée est calculée en sommant les amplitudes de probabilité sur tous les électrons de la surface et sur tous les chemins possibles du photon à l'intérieur du métal. Le résultat de cette somme reproduit exactement la loi de la réflexion de l'optique classique, avec un angle de réflexion égal à l'angle d'incidence. La réfraction de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre, par exemple de l'air au verre, reçoit une explication tout aussi élégante. Dans un milieu transparent, les photons interagissent avec les atomes du milieu. Ils sont absorbés et réémis un grand nombre de fois au cours de leur traversée. Chaque interaction retarde très légèrement la propagation du photon, de sorte que la vitesse effective de la lumière dans le milieu est inférieure à sa vitesse dans le vide. Le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et sa vitesse dans le milieu est l'indice de réfraction du milieu. Pour le verre ordinaire, cet indice est d'environ 1,5, ce qui signifie que la lumière se propage dans le verre à environ 2/3 de sa vitesse dans le vide. La loi de Snell-Descartes, qui relie les angles d'incidence et de réfraction par les indices de réfraction des deux milieux, émerge naturellement de la somme sur les chemins de Feynman. Feynman prenait un plaisir particulier à expliquer comment les couleurs des objets transparents résultent de l'interaction entre la lumière et les atomes du matériau. Le verre ordinaire est transparent à la lumière visible, parce que les fréquences des photons visibles ne correspondent à aucune transition entre les niveaux d'énergie des atomes de silice qui composent le verre. Les photons traversent le verre sans être absorbés de manière permanente. En revanche, le verre absorbe fortement les photons ultraviolets, dont l'énergie correspond à des transitions permises dans les atomes de silice. C'est pourquoi on ne bronze pas derrière une vitre. Les photons ultraviolets, responsables du bronzage, sont absorbés par le verre. Les couleurs des pigments et des teintures s'expliquent de manière similaire. Un objet qui nous apparaît rouge absorbe les photons de toutes les couleurs, sauf le rouge, qu'il réfléchit vers nos yeux. Cette absorption sélective est due aux transitions entre les niveaux d'énergie des molécules qui composent le pigment. Feynman trouvait fascinant que la perception des couleurs, cette expérience si immédiate et si riche de notre vie quotidienne, soit en dernière analyse le résultat de processus quantiques se déroulant à l'échelle des atomes et des photons. La force électromagnétique, telle que Feynman la concevait, ne se limite pas aux phénomènes lumineux. Elle est responsable de la quasi-totalité des forces que nous expérimentons dans notre vie de tous les jours. La solidité des objets, la résistance d'une table à notre poids, l'élasticité d'un ressort, la friction entre nos pieds et le sol, la tension dans un câble, la pression de l'air dans nos poumons, toutes ces forces sont, en dernière analyse, des manifestations de la force électromagnétique entre les atomes et les molécules qui composent la matière. Feynman expliquait cela de manière saisissante dans ses cours. Lorsque votre main repose sur une table, disait-il, votre main ne touche pas réellement la table au sens où les atomes de votre main entreraient en contact physique avec les atomes de la table.
Les atomes sont constitués de noyaux chargés positivement, entourés de nuages d'électrons chargés négativement. Lorsque les nuages électroniques de votre main approchent de ceux de la table, la répulsion électromagnétique entre les électrons crée une force qui empêche les deux surfaces de se pénétrer. Ce que vous ressentez comme le contact solide de la table est en réalité une force électromagnétique répulsive entre les électrons des atomes de votre peau et ceux des atomes de la surface de la table. De même, les liaisons chimiques qui maintiennent ensemble les atomes au sein des molécules sont de nature électromagnétique. Les liaisons covalentes, les liaisons ioniques, les liaisons hydrogènes, les forces de Van der Waals, toutes ces interactions qui structurent la matière et rendent possibles les processus chimiques de la vie sont des conséquences de l'interaction électromagnétique entre les charges des noyaux et des électrons. Feynman soulignait que la chimie tout entière est, en principe, une conséquence de l'électrodynamique quantique appliquée au système multiélectronique. Si nous disposions de la puissance de calcul suffisante, nous pourrions déduire toutes les propriétés chimiques de toutes les substances à partir des seuls principes de la QED. En pratique, la complexité des calculs rend cette approche impraticable pour les systèmes de plus de quelques électrons. Mais le principe reste. L'électromagnétisme quantique est le fondement ultime de la chimie. Les propriétés des matériaux, leur conductivité électrique, leur transparence optique, leur comportement magnétique, leur résistance mécanique, sont toutes déterminées par la manière dont les électrons des atomes qui les composent interagissent entre eux et avec le réseau cristallin sous l'influence de la force électromagnétique. Les métaux sont de bons conducteurs d'électricité parce que leurs électrons de valence sont délocalisés et libres de se déplacer à travers le réseau cristallin sous l'effet d'un champ électrique appliqué. Les isolants, au contraire, ont des électrons fermement liés à leurs atomes respectifs par la force électromagnétique. Les semi-conducteurs occupent une position intermédiaire et leur comportement subtil, qui dépend de la température et du dopage, est entièrement gouverné par l'interaction électromagnétique quantique entre les électrons et les ions du réseau. Feynman aimait rappeler que même la force qui nous maintient debout sur le sol, ce que nous percevons comme le sol dur qui résiste à notre poids, est une force électromagnétique. La gravité nous tire vers le bas, certes, mais c'est la répulsion électromagnétique entre les électrons de nos pieds et ceux du sol qui nous empêche de traverser le plancher. Sans cette force, nous tomberions à travers la matière comme si elle n'existait pas, car les atomes sont constitués en immense majorité de vide. Le noyau d'un atome occupe un volume environ 10 000 milliards de fois plus petit que le volume total de l'atome. C'est la force électromagnétique qui donne à la matière son apparence de solidité, transformant un ensemble de particules minuscules et largement espacées en une table, un mur, un corps humain. L'un des aspects les plus profonds de la vision de Feynman est sa compréhension du lien intime entre l'électromagnétisme et la relativité restreinte d'Einstein. Ce lien n'est pas accidentel ni superficiel, il est constitutif. L'électromagnétisme est, dans un sens très précis, une théorie intrinsèquement relativiste. Les équations de Maxwell, formulées des décennies avant la théorie d'Einstein, sont naturellement compatibles avec la relativité restreinte, comme si elles avaient su, avant tout le monde, que la vitesse de la lumière est une constante universelle. Feynman expliquait cette connexion d'une manière particulièrement éclairante dans le deuxième volume de ses Cours de physique de Feynman. Il montrait que le champ magnétique, qui peut sembler être une entité physique indépendante du champ électrique, est en réalité un effet relativiste du champ électrique. Considérons un fil électrique parcouru par un courant. À côté de ce fil, plaçons une charge positive au repos. Dans le référentiel du laboratoire, le fil est électriquement neutre. La densité de charge positive des ions du réseau cristallin est exactement compensée par la densité de charge négative des électrons en mouvement. La charge au repos ne subit donc aucune force électrique. Pourtant, elle subit une force magnétique qui la pousse vers le fil ou l'en éloigne selon le sens du courant. Feynman invitait alors ses étudiants à considérer la situation dans le référentiel de la charge en mouvement, ou plutôt
dans un référentiel se déplaçant avec les électrons du fil. Dans ce référentiel, les électrons sont au repos et les ions positifs du réseau sont en mouvement. En raison de la contraction des longueurs prédites par la relativité restreinte, la densité de charge des ions en mouvement est légèrement différente de celle des électrons au repos. Le fil n'est plus électriquement neutre dans ce référentiel. Il porte une charge nette, et la force que subit notre charge d'essai est une force électrique ordinaire. La force magnétique dans un référentiel apparaît donc comme une force électrique dans un autre. Le magnétisme n'est rien d'autre que l'électricité, vue d'un référentiel différent, modifiée par les effets de la relativité restreinte. Cette démonstration, que Feynman développait avec une élégance pédagogique inégalée, révèle la profondeur de l'unité entre l'électricité et le magnétisme. Ces deux phénomènes ne sont pas seulement liés par les équations de Maxwell. Ils sont les deux faces d'une même médaille, inséparables comme l'espace et le temps le sont dans la théorie de la relativité. Dans le formalisme mathématique de la relativité restreinte, cette unité s'exprime à travers le tenseur électromagnétique, une entité mathématique qui regroupe les 6 composantes des champs électriques et magnétiques en un objet unique et cohérent. Les transformations de Lorentz, qui décrivent comment les quantités physiques changent lorsqu'on passe d'un référentiel à un autre, mélangent les composantes électriques et magnétiques du tenseur de manière parfaitement définie. Ce que Feynman avait démontré par l'exemple du fil conducteur, le tenseur électromagnétique l'exprime dans toute sa généralité. Feynman soulignait que cette connexion entre l'électromagnétisme et la relativité n'est pas une coïncidence historique. C'est un indice profond de la structure de l'espace-temps lui-même. La force électromagnétique est portée par un boson de jauge de masse nulle, le photon. Et c'est cette masse nulle qui impose la vitesse de propagation égale à la vitesse de la lumière et rend la théorie naturellement relativiste. Les théories des autres forces fondamentales développées ultérieurement, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte, sont également des théories de jauge, et cette structure commune trouve son origine la plus naturelle dans le modèle de Naidoo-Ladis, l'électrodynamique quantique de Feynman, Schwinger et Tomonaga. Le vide quantique, tel que le décrit l'électrodynamique quantique de Feynman, est l'une des notions les plus fascinantes et les plus contre-intuitives de toute la physique. Loin d'être le néant absolu que le sens commun nous fait imaginer, le vide quantique est un milieu bouillonnant d'activité, peuplé de fluctuations du champ électromagnétique et de paires virtuelles de particules et d'antiparticules qui surgissent et disparaissent continuellement. Pour comprendre cette idée, il faut invoquer le principe d'incertitude de Heisenberg dans sa version énergie-temps. Ce principe stipule que l'énergie d'un système ne peut pas être mesurée avec une précision arbitraire sur un intervalle de temps arbitrairement court. Plus l'intervalle de temps est court, plus l'incertitude sur l'énergie est grande. En conséquence, sur des intervalles de temps suffisamment brefs, l'énergie du vide peut fluctuer et créer des paires de particules virtuelles, par exemple un électron et un positron, qui existent pendant un temps extrêmement bref avant de s'annihiler mutuellement et de restituer l'énergie empruntée au vide. Ces fluctuations du vide ne sont pas de simples spéculations théoriques. Elles ont des conséquences physiques mesurables, dont certaines ont été mentionnées précédemment, l'effet Casimir et le décalage de Lamb. Mais leur portée va bien au-delà de ces exemples spécifiques. Les fluctuations du vide affectent la propagation de la lumière dans un champ magnétique intense, un effet prédit par l'électrodynamique quantique et connu sous le nom de biréfringence du vide, qui n'a été observé directement que très récemment. Elle contribue à la pression de radiation, modifie les taux de désintégration des particules instables et joue un rôle crucial dans les processus de création de paires particules-antiparticules en présence de champs électromagnétiques intenses. Feynman trouvait dans le concept du vide quantique une illustration parfaite de la richesse insoupçonnée de la nature. Ce que nous appelons le rien, le vide, l'absence de matière, s'avère être, lorsqu'on l'examine à travers le prisme de l'électrodynamique quantique,
un état d'une complexité remarquable, peuplé d'une infinité de processus virtuels qui ne cessent jamais. Le vide est le niveau d'énergie le plus bas du champ électromagnétique. Mais ce niveau le plus bas n'est pas zéro. Il possède une énergie résiduelle, l'énergie du point zéro, qui est une conséquence directe du principe d'incertitude. Cette énergie du vide est, en un certain sens, l'énergie de tous les photons virtuels qui peuplent le vide, et sa valeur totale, lorsqu'on l'additionne sur tous les modes possibles du champ électromagnétique, est formellement infinie. L'un des nombreux infinis que la procédure de renormalisation permet de maîtriser. Le problème de l'énergie du vide demeure cependant l'un des grands mystères non résolus de la physique théorique. Lorsqu'on tente de calculer la densité d'énergie du vide quantique et de la comparer à la densité d'énergie observée de l'univers, celle qui est associée à la constante cosmologique et à l'expansion accélérée de l'univers, on obtient un désaccord ahurissant, de l'ordre de 120 ordres de grandeur. Cet écart, parfois qualifié de pire prédiction de toute l'histoire de la physique, indique que notre compréhension du vide quantique est encore profondément incomplète. Feynman, s'il était encore en vie, aurait sans doute trouvé dans ce problème un défi exaltant et une invitation à repenser les fondements mêmes de la théorie. L'héritage de Feynman en matière d'électromagnétisme ne se limite pas à ses contributions techniques, aussi monumentales soient-elles. Il englobe également une approche pédagogique et philosophique de la physique qui a profondément influencé des générations de scientifiques. Feynman croyait passionnément que la physique devait être accessible à tous ceux qui font l'effort de réfléchir avec honnêteté et persévérance. Ses cours de physique de Feynman, publiés en 3 volumes entre 1963 et 1965, sont considérés comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature scientifique. Le 2e volume, consacré à l'électromagnétisme, est un monument de clarté et de profondeur. Feynman y traite de l'électrostatique, du magnétostatique, de l'électrodynamique, des ondes électromagnétiques, de la relativité et de l'optique, avec une maîtrise et une fraîcheur qui n'ont jamais été égalées. Chaque sujet est abordé non pas comme un ensemble de recettes à appliquer mécaniquement, mais comme une invitation à penser, à questionner, à comprendre véritablement. L'un des principes pédagogiques fondamentaux de Feynman était qu'il faut toujours pouvoir expliquer un sujet de physique à un étudiant de première année. Si l'on ne peut pas le faire, disait-il, c'est que l'on n'a pas vraiment compris le sujet soi-même. Cette exigence de clarté n'était pas un renoncement à la profondeur. Bien au contraire. Feynman montrait constamment que les explications les plus claires sont souvent les plus profondes, et que l'obscurité d'un discours scientifique est plus souvent le signe d'une pensée confuse que d'une pensée subtile. Dans ses conférences publiques sur l'électrodynamique quantique, Feynman a relevé le défi formidable d'expliquer cette théorie extraordinairement abstraite à un public non spécialisé sans recourir aux mathématiques. Il y est parvenu avec un talent qui force l'admiration. En utilisant des flèches représentant les amplitudes de probabilité, qu'il appelait simplement des petites flèches, et en montrant comment ces flèches s'additionnent et interfèrent entre elles, il a su rendre accessibles les concepts fondamentaux de la QED à quiconque est prêt à suivre le raisonnement avec attention. Ces conférences, données en 1979 à l'Université de Californie à Los Angeles, dans le cadre des Alix J. Mautner Memorial Lectures, constituent un modèle insurpassé de vulgarisation scientifique de haut niveau. Feynman avait également une vision philosophique distinctive de ce que signifie « comprendre » en physique. Pour lui, comprendre un phénomène ne signifiait pas le réduire à quelque chose de familier ou d'intuitif. Cela signifiait être capable de le décrire avec précision, de prédire son comportement quantitativement et d'identifier ses connexions avec d'autres phénomènes. Il acceptait volontiers que certains aspects de la nature, en particulier les aspects quantiques, ne puissent pas être compris au sens intuitif du terme, et il considérait cette acceptation non pas comme un échec, mais comme une marque de maturité intellectuelle. Il disait souvent que personne ne comprend véritablement la mécanique quantique et que quiconque prétend la comprendre sans être troublé n'y a probablement pas suffisamment réfléchi.
Cette humilité intellectuelle, paradoxalement associée à une confiance absolue dans la capacité de la méthode scientifique à découvrir des vérités sur la nature, est l'une des caractéristiques les plus attachantes et les plus instructives de Ibsen, l'héritage de Feynman. Elle nous rappelle que le progrès scientifique ne consiste pas à trouver des réponses définitives, mais à poser des questions de plus en plus profondes et à les affronter avec courage et honnêteté. L'influence de la vision feynmanienne de l'électromagnétisme sur la physique moderne est immense et multiforme. La formulation de l'intégrale de chemin, développée initialement pour l'électrodynamique quantique, s'est révélée être un outil d'une portée bien plus large. Elle est devenue la base de la formulation moderne de la théorie quantique des champs et a été appliquée avec succès à l'étude de toutes les interactions fondamentales de la nature. La théorie électrofaible, développée dans les années 1960 par Sheldon Glashow, Abdus Salam et Steven Weinberg, unifie l'interaction électromagnétique et l'interaction faible en une seule théorie de jauge. Cette unification, qui est l'un des plus grands triomphes de la physique théorique de la seconde moitié du XXe siècle, repose sur les mêmes principes fondamentaux que l'électrodynamique quantique de Feynman. Les diagrammes de Feynman y jouent exactement le même rôle que dans la QED, permettant de calculer les amplitudes de diffusion des processus impliquant des photons, des bosons W et Z et des fermions. La renormalisation, développée pour maîtriser les infinis de la QED, s'y applique de manière analogue. La chromodynamique quantique, la théorie de l'interaction forte entre les quarks et les gluons, est également une théorie de jauge dont la structure formelle est calquée sur celle de l'électrodynamique quantique. Les gluons jouent dans la QCD un rôle analogue à celui des photons dans la QED. Ils sont les médiateurs de l'interaction forte, échangée entre les quarks exactement comme les photons sont échangés entre les particules chargées. Les diagrammes de Feynman sont utilisés pour calculer les processus de la QCD, bien que les calculs soient considérablement plus complexes en raison de la nature non abélienne du groupe de jauge et du fait que les gluons portent eux-mêmes une charge de couleur et interagissent entre eux, contrairement aux photons qui sont électriquement neutres et n'interagissent pas directement entre eux dans le cadre de la QED classique. Le modèle standard de la physique des particules, qui réunit l'interaction électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte en un cadre théorique unique, est entièrement formulé dans le langage de la théorie quantique des champs et utilise les outils conceptuels et calculatoires développés par Feynman. Chaque prédiction du modèle standard est calculée à l'aide de diagrammes de Feynman. Chaque amplitude de diffusion est obtenue par la méthode des intégrales de chemin. Chaque infini est maîtrisé par la procédure de renormalisation. En ce sens, l'ensemble de la physique des particules modernes est l'héritière directe de l'approche feynmanienne de l'électromagnétisme. Même en dehors de la physique des particules, les techniques de Feynman ont trouvé des applications extraordinairement variées. En physique de la matière condensée, les diagrammes de Feynman sont utilisés pour décrire les interactions entre les électrons et les phonons dans les solides, pour étudier les transitions de phase, la supraconductivité, l'effet Hall quantique. En physique statistique, l'intégrale de chemin est devenue un outil standard pour calculer les fonctions de partition et les fonctions de corrélation. En cosmologie, les techniques de renormalisation sont utilisées pour étudier les fluctuations quantiques du champ gravitationnel dans l'univers primordial. En théorie des cordes, l'intégrale de chemin est généralisée à des objets étendus, les cordes, et constitue le fondement de toute la théorie. Pour Feynman, l'électromagnétisme n'était pas simplement un sujet d'étude parmi d'autres. C'était le paradigme même de ce qu'une théorie physique devrait être, une description de la nature qui est à la fois profondément mathématique et intimement liée à l'expérience, une théorie dont les prédictions peuvent être vérifiées avec une précision extrême et qui révèle des aspects insoupçonnés de la réalité. L'électrodynamique quantique, la grande œuvre de Feynman en matière d'électromagnétisme, incarne cet idéal. Elle est la théorie physique la plus précise jamais construite, avec des prédictions vérifiées à mieux qu'une partie par milliard.
Elle est la première théorie quantique des champs à avoir été entièrement renormalisée, ouvrant la voie à toutes les théories ultérieures. Elle est la théorie qui a introduit les diagrammes de Feynman, un outil de pensée et de calcul qui a révolutionné toute la physique théorique. Et elle est la théorie qui, dans les mains de Feynman, a acquis une transparence conceptuelle et une beauté pédagogique sans égale. Feynman recevait le prix Nobel de physique en 1965, conjointement avec Julian Schwinger et Shinichiro Tomonaga, pour leur contribution fondamentale à l'électrodynamique quantique. Chacun des trois lauréats avait développé indépendamment une méthode pour renormaliser la théorie et obtenir des prédictions finies et vérifiables. Mais les approches étaient très différentes. Schwinger avait développé un formalisme mathématique d'une grande élégance formelle, mais d'une complexité calculatoire considérable. Tomonaga avait adopté une approche similaire à celle de Schwinger, mais avec des nuances techniques originales. Feynman, de son côté, avait proposé une approche plus intuitive, plus visuelle, plus directement reliée à la physique, qui s'est avérée être la plus facile à utiliser en pratique et la plus féconde pour les développements ultérieurs. Freeman-Dyson a ensuite démontré que les approches de Feynman et de Schwinger étaient mathématiquement équivalentes, ce qui a définitivement établi la solidité du cadre théorique. La personnalité de Feynman elle-même a contribué à façonner l'image de l'électrodynamique quantique et de la physique théorique dans l'imaginaire collectif. Sa curiosité insatiable, son humour pétillant, sa capacité à s'émerveiller devant les phénomènes les plus ordinaires, son refus de l'autorité intellectuelle et des conventions, son amour de la résolution de problèmes, son talent de conteur, toutes ces qualités en ont fait l'un des scientifiques les plus populaires du XXe siècle. Ses ouvrages autobiographiques « Vous voulez rire, Monsieur Feynman » et « Qu'est-ce que tu en as à faire de ce que les autres pensent ?» ont fait découvrir sa personnalité attachante à un large public et ont inspiré d'innombrables jeunes gens à se tourner vers la science. Mais par-delà l'anecdote et le charisme personnel, c'est la profondeur de sa vision de l'électromagnétisme qui constitue l'héritage le plus durable de Feynman. Sa démonstration que toute la richesse des phénomènes électromagnétiques, de la lumière des étoiles à la chimie de la vie, de la force qui maintient les atomes ensemble aux ondes radio qui traversent l'espace, découle d'un processus élémentaire, unique. L'émission ou l'absorption d'un photon par une particule chargée est l'une des plus grandes synthèses conceptuelles de l'histoire de la science. Elle nous montre que la nature, sous sa diversité apparente, est gouvernée par des principes d'une simplicité et d'une élégance remarquables, et que ces principes sont accessibles à quiconque a le courage de les chercher avec honnêteté et persévérance. La propagation des ondes électromagnétiques à travers le cosmos est l'un des phénomènes les plus grandioses et les plus omniprésents que la physique ait jamais décrits. Feynman, dans ses réflexions sur l'électromagnétisme, accordait une attention particulière à la manière dont les photons voyagent à travers l'immensité de l'univers, transportant avec eux l'information sur les événements les plus lointains et les plus anciens. Lorsqu'un astronome pointe son télescope vers une galaxie située à 1 milliard d'années-lumière de la Terre, les photons qui atteignent son détecteur ont été émis il y a 1 milliard d'années. Ces photons ont traversé l'espace intergalactique pendant tout ce temps, voyageant à la vitesse de la lumière sans jamais ralentir ni s'arrêter, portant fidèlement l'information sur les conditions qui régnaient dans cette galaxie lointaine à l'époque de leur émission. Cette capacité des photons à transporter l'information à travers les distances cosmiques est la raison pour laquelle l'astronomie est possible. Chaque photon qui atteint nos instruments est un messager du passé, un témoin d'événements révolus qui nous parvient avec une fidélité remarquable. Le spectre électromagnétique s'étend bien au-delà de la lumière visible. Les ondes radio, dont les longueurs d'onde vont de quelques millimètres à plusieurs kilomètres, sont des photons de très faible énergie. Les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma sont des photons d'énergie croissante. Tous obéissent aux mêmes lois fondamentales,
les équations de Maxwell dans le régime classique, l'électrodynamique quantique dans le régime quantique, et tous sont des manifestations de la même interaction fondamentale. Le fait que l'ensemble du spectre électromagnétique, depuis les ondes radio les plus longues jusqu'aux rayons gamma les plus énergétiques, soit décrit par une seule et même théorie, est l'un des exemples les plus frappants de l'unité de la physique. Le rayonnement du fond diffus cosmologique, découvert en 1964 par Arno Penzias et Robert Wilson, est un exemple saisissant de la portée cosmique de l'électromagnétisme. Ce rayonnement est constitué de photons émis environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les protons et les électrons se combinent en atomes d'hydrogène neutre, rendant l'univers transparent aux photons pour la première fois. Ces photons, initialement émis dans le domaine visible et ultraviolet, ont vu leur longueur d'onde s'étirer au fil de l'expansion de l'univers et se situent aujourd'hui dans le domaine des micro-ondes, correspondant à une température d'environ 2,725 Kelvin. L'étude de ce rayonnement nous fournit une image de l'univers tel qu'il était il y a plus de 13 milliards d'années et constitue l'un des piliers de la cosmologie moderne. Feynman, bien qu'il fût avant tout un physicien des particules et un théoricien de l'interaction fondamentale, était profondément conscient des implications cosmiques de l'électromagnétisme. Il comprenait que la même force qui lie un électron à un proton dans un atome d'hydrogène est celle qui produit la lumière des étoiles, qui transmet les signaux radio à travers le système solaire et qui nous permet de sonder les confins de l'univers, observable. Cette continuité, cette universalité de la force électromagnétique à travers toutes les échelles, de l'infiniment petit de l'atome à l'infiniment grand du cosmos, était pour lui une source d'émerveillement constant et un témoignage de la cohérence profonde des lois de la nature. La compréhension feynmanienne de l'électromagnétisme nous invite également à réfléchir sur la nature de l'invariance de jauge, un principe de symétrie qui se trouve au cœur même de la théorie. L'invariance de jauge est l'idée que les lois de l'électromagnétisme ne changent pas lorsqu'on effectue certaines transformations mathématiques sur les potentiels électromagnétiques, le potentiel scalaire et le potentiel vecteur, qui décrivent le champ électromagnétique. Pour comprendre cette idée, il faut savoir que les champs électriques et magnétiques mesurables ne sont pas les quantités les plus fondamentales de la théorie. Ils sont dérivés de potentiels plus fondamentaux, le potentiel scalaire et le potentiel vecteur, qui ne sont pas directement mesurables et qui possèdent une liberté de choix considérable. On peut modifier ces potentiels par une transformation de jauge sans modifier les champs électriques et magnétiques qui en découlent, et donc sans modifier aucune quantité physiquement observable. Cette liberté de choix est ce qu'on appelle l'invariance de jauge. Feynman montrait que cette invariance, loin d'être un simple artefact mathématique, est un principe physique profond qui contraint la forme des interactions électromagnétiques. Dans le cadre de l'électrodynamique quantique, l'invariance de jauge impose que le photon soit une particule de masse nulle. Si le photon avait une masse non nulle, l'invariance de jauge serait brisée et la théorie perdrait sa cohérence mathématique. Le fait que le photon soit effectivement de masse nulle, vérifié expérimentalement avec une borne supérieure sur sa masse d'environ 10 puissance moins 50 kg, confirme la validité de l'invariance de jauge de l'électrodynamique quantique. L'importance de l'invariance de jauge va bien au-delà de l'électromagnétisme. C'est le principe de jauge qui a guidé la construction de toutes les théories des interactions fondamentales du modèle standard. L'interaction faible est décrite par une théorie de jauge basée sur le groupe de symétrie SU2, l'interaction forte par une théorie de jauge basée sur le groupe SU3 et l'interaction électromagnétique par une théorie de jauge basée sur le groupe U1. La théorie électrofaible unifie les interactions électromagnétiques et faibles en une théorie de jauge basée sur le groupe SU, 2 fois U1. Toutes ces théories sont des généralisations directes de l'électrodynamique quantique, et toutes doivent leur structure au principe de l'invariance de jauge,
dont l'électromagnétisme est le prototype le plus simple et le plus anciennement compris. Un phénomène quantique particulièrement fascinant, lié à l'invariance de jauge, est l'effet Aharonov-Bohm, prédit théoriquement par Yakir Aharonov et David Bohm en 1959. Cet effet montre que les potentiels électromagnétiques ont une réalité physique au-delà de celle des champs qu'ils engendrent. Dans l'expérience d'Aharonov-Bohm, un faisceau d'électrons est séparé en deux parties qui contournent un solénoïde infini des deux côtés avant de se recombiner. À l'extérieur du solénoïde, le champ magnétique est nul, mais le potentiel vecteur ne l'est pas. La théorie prédit, et l'expérience confirme, que le motif d'interférence des électrons dépend du flux magnétique à l'intérieur du solénoïde, même si les électrons ne pénètrent jamais dans la région où le champ magnétique existe. Cet effet démontre que les potentiels ne sont pas de simples auxiliaires mathématiques. Ils ont des conséquences physiques mesurables, du moins en mécanique quantique. Feynman était particulièrement intrigué par l'effet Aharonov-Bohm, car il illustrait de manière frappante comment la mécanique quantique révèle des aspects de l'électromagnétisme qui sont invisibles dans le cadre classique. Dans la physique classique, les potentiels sont considérés comme des grandeurs auxiliaires, sans signification physique directe. Seuls les champs, qui sont les dérivés des potentiels, ont une réalité physique. Mais la mécanique quantique montre que cette vision est incomplète et que les potentiels eux-mêmes jouent un rôle physique irréductible. L'électrodynamique quantique de Feynman éclaire également de manière profonde le phénomène de la création de paires particules-antiparticules dans le vide sous l'effet d'un champ électrique intense. Ce processus, connu sous le nom d'effet Schwinger, a été calculé pour la première fois par Julian Schwinger en 1951 à l'aide des outils de la QED. Lorsqu'un champ électrique atteint une intensité critique d'environ 1,3 fois 10 puissance 18 volts par mètre, l'énergie stockée dans le champ est suffisante pour arracher des paires électrons-positrons du vide quantique. Ces paires, qui existaient auparavant à l'état de fluctuation virtuelle, deviennent réelles et emportent de l'énergie au champ électrique, qui s'affaiblit en conséquence. Cet effet, bien qu'il n'ait pas encore été observé directement en raison de l'intensité colossale du champ requis, constitue l'une des prédictions les plus spectaculaires de l'électrodynamique quantique et fait l'objet de recherches expérimentales intenses utilisant les lasers les plus puissants du monde. Feynman discutait également avec fascination de la diffusion de la lumière par la lumière, un processus strictement impossible dans l'électrodynamique classique de Maxwell, où les ondes électromagnétiques se superposent linéairement, sans jamais interagir entre elles. Dans la QED, cependant, deux photons peuvent interagir indirectement par l'intermédiaire d'une boucle virtuelle d'électrons et de positrons. Ce processus, représenté par un diagramme de Feynman en forme de boîte, avec 4 vertex et 4 lignes externes de photons, est extrêmement rare. Sa section efficace est proportionnelle à la 4e puissance de la constante de structure fine. Mais il est réel et prédit par la théorie. La première observation directe de ce phénomène a été rapportée par la collaboration Atlas au Grand Collisionneur de Hadron du CERN en 2017, lors de collisions ultra-périphériques d'ions de plomb, où les champs électromagnétiques intenses des noyaux permettent aux photons d'interagir de manière mesurable. Cette observation constitue une vérification supplémentaire de la QED dans un régime de champ fort. Le rayonnement synchrotron est un autre phénomène électromagnétique que Feynman décrivait avec une clarté particulière. Lorsqu'une particule chargée, un électron par exemple, est accélérée, elle émet un rayonnement électromagnétique. Ce fait découle directement des équations de Maxwell. Une charge en accélération crée un champ électrique, dont une composante se propage vers l'infini sous forme d'onde. Lorsque l'accélération est centripète, comme dans le cas d'un électron circulant dans un accélérateur de particules, le rayonnement émis est appelé rayonnement synchrotron. Ce rayonnement est extrêmement brillant, couvrant un large spectre de fréquences depuis l'infrarouge jusqu'aux rayons X dur, et il est hautement polarisé et directionnel. Les sources de rayonnement synchrotron
sont aujourd'hui des outils indispensables dans des domaines allant de la biologie structurale, où elles permettent de déterminer la structure tridimensionnelle des protéines par cristallographie au rayon X, à la science des matériaux, en passant par l'archéologie et la conservation du patrimoine. Feynman soulignait que le rayonnement synchrotron illustre de manière concrète le lien entre l'accélération d'une charge et la création de photons. Dans le langage de la QED, chaque fois qu'un électron est dévié par un champ magnétique dans un synchrotron, il émet des photons réels, des photons que l'on peut détecter, mesurer, utiliser. La puissance émise est proportionnelle au carré de l'accélération et au carré de la charge, et elle augmente dramatiquement avec l'énergie de la particule. C'est pourquoi le rayonnement synchrotron pose un défi considérable aux concepteurs d'accélérateurs circulaires de particules. Plus on veut accélérer les électrons à des énergies élevées, plus ils perdent d'énergie par rayonnement synchrotron, ce qui nécessite des apports d'énergie croissants pour compenser ces pertes. C'est l'une des raisons pour lesquelles les accélérateurs d'électrons les plus énergétiques du monde sont aujourd'hui des accélérateurs linéaires plutôt que circulaires. L'effet photoélectrique, dont l'explication par Einstein en 1905 a constitué l'un des actes fondateurs de la physique quantique, trouve dans le cadre de l'électrodynamique quantique de Feynman une description complète et quantitative. Dans l'effet photoélectrique, un photon incident sur une surface métallique est absorbé par un électron du métal, qui acquiert ainsi suffisamment d'énergie pour s'échapper de la surface. La caractéristique essentielle de ce phénomène, que la physique classique était incapable d'expliquer, est que l'énergie cinétique de l'électron éjecté dépend de la fréquence du photon incident et non de l'intensité du faisceau lumineux. Un faisceau de lumière rouge, aussi intense soit-il, ne peut pas éjecter d'électrons d'une surface de césium si la fréquence de la lumière est inférieure au seuil photoélectrique du métal. En revanche, un seul photon ultraviolet, de fréquence suffisante, peut éjecter un électron. Einstein a expliqué ce comportement en postulant que la lumière est constituée de quanta d'énergie, chacun portant une énergie proportionnelle à sa fréquence. L'électrodynamique quantique de Feynman reprend et approfondit cette explication, la plaçant dans le cadre rigoureux d'une théorie quantique des champs renormalisables. L'une des questions qui passionnait Feynman et qui demeure au cœur de la physique théorique contemporaine est celle de la relation entre l'électromagnétisme et la gravitation. Ces deux forces fondamentales partagent certaines propriétés remarquables. Elles sont toutes deux de portée infinie. Elles diminuent en intensité comme l'inverse du carré de la distance. Mais elles diffèrent sur des points essentiels. La force électromagnétique peut être attractive ou répulsive, selon le signe des charges, tandis que la gravitation est toujours attractive. L'électromagnétisme est décrit par une théorie quantique des champs parfaitement cohérentes et extraordinairement précises, tandis que la quantification de la gravitation reste un problème ouvert et constitue l'un des plus grands défis de la physique. Théorique moderne, Feynman a lui-même travaillé sur la question de la gravitation quantique, développant dans les années 1960 une approche perturbative de la quantification du champ gravitationnel qui utilisait les techniques de l'électrodynamique, quantique, diagramme de Feynman, théorie des perturbations, renormalisation. Ses travaux dans ce domaine, bien que moins célèbres que ses contributions à l'électrodynamique quantique, ont été d'une importance considérable. Il a montré, notamment, que le graviton, le quantum hypothétique du champ gravitationnel, devrait être une particule de spin 2 et de masse nulle, par analogie avec le photon qui est une particule de spin 1 et de masse nulle. Il a également contribué à identifier les difficultés fondamentales de la renormalisation appliquée à la gravité, des difficultés qui n'ont toujours pas été surmontées et qui constituent l'un des obstacles majeurs à la construction d'une théorie quantique complète de la gravitation. L'analogie entre le photon et le graviton illustre la profondeur de l'influence de la vision feynmanienne de l'électromagnétisme sur l'ensemble de la physique. Dans les deux cas, une force de portée infinie est médiée par l'échange de particules de masse nulle. Dans les deux cas, la théorie est structurée par un principe de jauge. L'invariance de jauge pour l'électromagnétisme,
l'invariance sous les difféomorphismes pour la gravitation. Dans les deux cas, la théorie classique est extraordinairement bien confirmée par l'expérience. Les équations de Maxwell pour l'électromagnétisme, les équations d'Einstein pour la gravitation. Mais dans le cas de l'électromagnétisme, la quantification a été réalisée avec un succès spectaculaire, tandis que dans le cas de la gravitation, elle reste un défi formidable. Feynman espérait qu'un jour, une théorie unifiée de toutes les interactions fondamentales, électromagnétiques, faibles, fortes et gravitationnelles, serait découverte. Il ne vivrait pas assez longtemps pour voir cette unification accomplie. Elle ne l'est d'ailleurs toujours pas au moment présent, mais sa contribution à l'électrodynamique quantique a posé les fondations conceptuelles et techniques sur lesquelles toute tentative d'unification doit nécessairement s'appuyer. L'électrodynamique quantique de Feynman nous offre également une compréhension profonde du phénomène de la polarisation de la lumière, un phénomène qui illustre de manière particulièrement élégante la nature quantique du photon. Dans la description classique, la lumière est polarisée lorsque le champ électrique oscille dans une direction privilégiée. Dans la description quantique, la polarisation est un état quantique du photon individuel. Un photon polarisé linéairement possède une direction de polarisation définie, tandis qu'un photon polarisé circulairement possède un moment cinétique intrinsèque, un spin orienté dans la direction de propagation. Le spin du photon est l'une de ses propriétés les plus fondamentales. Le photon est un boson de spin 1, ce qui signifie que son moment cinétique intrinsèque peut prendre les valeurs +1 ou -1 en unité de la constante de Planck réduite, correspondant respectivement à une polarisation circulaire gauche et une polarisation circulaire droite. La valeur 0, qui serait en principe autorisée pour une particule de spin 1, est interdite pour le photon en raison de sa masse nulle. Cette propriété, que Feynman dérivait directement de l'invariance de jauge, a des conséquences physiques profondes. Elle est responsable, entre autres, du fait que les ondes électromagnétiques sont transversales, c'est-à-dire que les champs électriques et magnétiques oscillent perpendiculairement à la direction de propagation. La polarisation de la lumière joue un rôle crucial dans de nombreux phénomènes naturels et technologiques. Les lunettes de soleil polarisantes exploitent le fait que la lumière réfléchie par une surface horizontale, l'eau, la route, le capot d'une voiture, est partiellement polarisée horizontalement. En filtrant cette composante, les lunettes réduisent l'éblouissement. Les écrans à cristaux liquides utilisent des polariseurs et des cristaux qui modifient la polarisation de la lumière pour contrôler l'intensité lumineuse de chaque pixel. Et dans les expériences de physique fondamentale, la polarisation des photons est utilisée pour tester les prédictions les plus subtiles de la mécanique quantique, notamment les inégalités de Bell et le phénomène de l'intrication quantique. L'intrication quantique, précisément, est un phénomène qui trouve dans l'électrodynamique quantique de Feynman un cadre théorique naturel. Lorsqu'un atome excité émet deux photons dans des directions opposées en revenant à son état fondamental par un processus dit de cascade, les deux photons peuvent se trouver dans un état intriqué, un état dans lequel les polarisations des deux photons sont corrélées de manière non classique, quelle que soit la distance qui les sépare. Si l'on mesure la polarisation de l'un des photons et qu'on la trouve orientée dans une certaine direction, la polarisation de l'autre photon se trouve immédiatement déterminée, même s'il est à des milliards de kilomètres de distance. Einstein, qui avait pressenti ce phénomène dès 1935 avec Boris Podolsky et Nathan Rosen, le considérait comme une preuve que la mécanique quantique était incomplète et le qualifiait d'action fantomatique à distance. Feynman, en revanche, acceptait l'intrication comme une propriété authentique de la nature, aussi contre-intuitive soit-elle, et considérait que la tâche du physicien n'était pas de rendre la nature intuitive, mais de la décrire correctement. Les expériences d'Alan Aspect et de ses collaborateurs, réalisées à l'Institut d'optique d'Orsay en 1982, ont confirmé de manière décisive que les corrélations quantiques entre photons intriqués violent les inégalités de Bell, démontrant ainsi que la mécanique quantique
ne peut pas être remplacé par une théorie à variables cachées locales. Ces expériences, qui ont valu à Aspect le prix Nobel de physique en 2022 conjointement avec John Clauser et Anton Zeilinger, utilisaient précisément les propriétés de polarisation des photons émis dans des processus décrits par l'électrodynamique quantique. En ce sens, les fondements même des tests les plus profonds de la mécanique quantique reposent sur la théorie de l'interaction lumière-matière que Feynman a contribué à créer. Un autre domaine où la vision feynmanienne de l'électromagnétisme s'est révélée d'une fécondité remarquable est celui de l'optique quantique. Cette branche de la physique, qui étudie les propriétés quantiques de la lumière et ses interactions avec la matière à l'échelle des photons individuels, est une application directe de l'électrodynamique quantique à des systèmes expérimentaux en plus sophistiqués. L'un des phénomènes les plus remarquables de l'optique quantique est l'émission stimulée, prédite théoriquement par Albert Einstein dès 1917. Lorsqu'un atome excité est exposé à un photon dont la fréquence correspond exactement à la différence d'énergie entre le niveau excité et le niveau fondamental, l'atome peut émettre un second photon identique au premier, même fréquence, même direction, même polarisation, même phase. Ce processus est à la base du fonctionnement du laser, acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Le premier laser a été construit par Theodor Neumann en 1960, utilisant un cristal de rubis comme milieu amplificateur. Feynman comprenait parfaitement le fonctionnement du laser dans le cadre de l'électrodynamique quantique. Dans ce cadre, l'émission stimulée est une conséquence directe de la nature bosonique des photons. Les bosons, contrairement aux fermions, obéissent à la statistique de Bose-Einstein et tendent à occuper le même état quantique. Lorsqu'un mode du champ électromagnétique contient déjà un certain nombre de photons, la probabilité qu'un atome émette un photon supplémentaire dans ce même mode est proportionnelle au nombre de photons déjà présents plus 1. C'est cette propriété statistique qui crée l'effet d'avalanche caractéristique du laser. Plus il y a de photons dans le mode, plus il est probable que de nouveaux photons y soient émis, créant un faisceau lumineux d'une intensité, d'une cohérence et d'une directionnalité sans précédent. Le laser est devenu l'un des outils les plus puissants et les plus polyvalents de la science et de la technologie moderne. Il est utilisé dans les télécommunications par fibre optique, où des milliards de photons transportent l'information à travers des câbles de verre d'une finesse extraordinaire. Il est utilisé en médecine, pour la chirurgie ophtalmique, la découpe de tissus biologiques et la destruction sélective de tumeurs. Il est utilisé dans l'industrie pour la découpe et le soudage de matériaux avec une précision micrométrique. Il est utilisé dans la recherche fondamentale pour le refroidissement d'atomes à des températures proches du zéro absolu, un procédé connu sous le nom de refroidissement laser qui a valu à Stephen Chu, Claude Cohen-Tanucci et William Phillips le Satwihakarn, prix Nobel de physique en 1997. Toutes ces applications reposent, en dernière analyse, sur les propriétés quantiques de l'interaction lumière-matière, décrites par l'électrodynamique quantique de Feynman. L'optique quantique moderne a également permis de réaliser des expériences qui auraient semblé relever de la science-fiction il y a encore quelques décennies. La téléportation quantique, démontrée expérimentalement pour la première fois en 1997 par l'équipe d'Anton Zeilinger, utilise des paires de photons intriqués pour transférer l'état quantique d'un photon à un autre, photon distant, sans qu'aucune information classique ne soit transmise plus vite que la lumière. La cryptographie quantique, qui utilise les propriétés fondamentales des photons individuels pour garantir la sécurité absolue des communications, est déjà commercialisée et utilisée dans certains réseaux de communication gouvernementaux et financiers. L'informatique quantique, qui exploite les superpositions et l'intrication de systèmes quantiques pour résoudre certains problèmes exponentiellement plus vite que les ordinateurs classiques, utilise dans certaines de ses implémentations les plus prometteuses des photons comme porteurs d'informations quantiques.
Feynman lui-même avait anticipé avec une prescience remarquable le potentiel de l'informatique quantique. Dans une conférence célèbre prononcée en 1982 au Massachusetts Institute of Technology, il avait proposé l'idée d'un ordinateur quantique, un ordinateur qui exploiterait les lois de la mécanique quantique pour simuler efficacement les systèmes physiques quantiques, une tâche qui dépasse les capacités des ordinateurs classiques. Cette vision pionnière est aujourd'hui au cœur d'un effort de recherche international massif, et l'on peut dire sans exagération que l'informatique quantique est l'un des héritages les plus vivants et les plus porteurs d'avenir de la pensée de Feynman. L'électromagnétisme, dans la vision de Feynman, n'est pas séparable de la question de la symétrie. Les symétries sont les principes organisateurs les plus profonds de la physique, et l'électromagnétisme en offre quelques-uns des exemples les plus éloquents. L'invariance de jauge, dont nous avons déjà parlé, est une symétrie locale. Elle peut être appliquée indépendamment en chaque point de l'espace-temps. Mais l'électromagnétisme possède également des symétries globales qui jouent un rôle fondamental. La symétrie sous la conjugaison de charges, notée C, transforme chaque particule en son antiparticule. Un électron devient un positron, une charge positive devient une charge négative. L'électrodynamique quantique est invariante sous cette symétrie, ce qui signifie que les lois de l'électromagnétisme sont les mêmes pour la matière et pour l'antimatière. La symétrie sous la parité, notée P, transforme chaque configuration physique en son image dans un miroir. L'électromagnétisme est également invariant sous cette symétrie. La symétrie sous le renversement du temps, notée T, transforme l'évolution temporelle d'un système en son évolution inversée. Là encore, l'électrodynamique quantique respecte cette symétrie. Et le théorème CPT, démontré par Gerhard Lüders et Wolfgang Pauli, garantit que toute théorie quantique des champs locales et invariantes sous les transformations de Lorentz est nécessairement invariante sous la combinaison des trois transformations C, P et T appliquées simultanément. Feynman avait contribué à la compréhension de ces symétries d'une manière caractéristique, en cherchant toujours l'interprétation physique la plus claire et la plus directe. Il avait montré, par exemple, que le positron peut être interprété comme un électron se propageant en arrière dans le temps. Cette interprétation, qui peut sembler provocatrice, est en réalité une conséquence directe du formalisme de l'électrodynamique quantique et permet de simplifier considérablement certains calculs. Dans un diagramme de Feynman, une ligne d'antiparticules parcourue dans le sens positif du temps est mathématiquement équivalente à une ligne de particules parcourue dans le sens négatif du temps. Cette correspondance, connue sous le nom d'interprétation de Feynman-Stuckelberg, est l'une des nombreuses contributions de Feynman qui allient une profondeur conceptuelle remarquable à une utilité pratique immédiate. La conservation de la charge électrique, l'une des lois les plus fondamentales de la physique, est intimement liée à l'invariance de jauge de l'électromagnétisme par le théorème de Noether, qui établit une correspondance entre les symétries continues d'une théorie et ses lois de conservation. L'invariance de jauge locale implique la conservation du courant électrique, et donc la conservation de la charge électrique totale dans tout processus physique. Jamais, dans aucune expérience, une violation de la conservation de la charge n'a été observée. La charge totale de l'univers, dans la mesure où nous pouvons l'estimer, est très probablement exactement nulle. Le nombre total de charges positives est égal au nombre total de charges négatives. Cette symétrie globale est l'une des propriétés les plus fondamentales de notre univers, et elle découle directement de la structure de jauge de l'électromagnétisme. Revenons, pour conclure cette exploration, à l'essence même de la vision de Feynman sur l'électromagnétisme. Ce qui distingue cette vision de toutes celles qui l'ont précédée, c'est sa capacité à réunir dans un cadre unique et cohérent des phénomènes qui semblaient disparates, à révéler la simplicité cachée sous la complexité apparente et à montrer que la nature, interrogée avec les bons outils et la bonne attitude, répond avec une générosité et une précision qui dépassent tout ce que l'imagination humaine aurait pu concevoir a priori. L'électromagnétisme,
tel que Feynman l'a compris et enseigné, est bien plus qu'une théorie parmi d'autres. C'est le prototype de ce qu'une théorie physique fondamentale peut accomplir. C'est la démonstration vivante que les lois de la nature sont à la fois simples dans leurs principes et infiniment riches dans leurs conséquences. Un seul processus élémentaire, l'émission ou l'absorption d'un photon par une particule chargée, suffit à engendrer la totalité des phénomènes électromagnétiques, depuis la lumière qui nous permet de voir jusqu'aux forces qui maintiennent la matière en un tout cohérent, depuis les réactions chimiques qui soutiennent la vie jusqu'aux signaux qui traversent l'espace interstellaire. Feynman nous a appris que pour comprendre l'électromagnétisme, et par extension la nature elle-même, il faut cultiver simultanément la rigueur et l'imagination, la précision et l'audace, l'humilité devant les faits et la confiance dans le pouvoir de la raison. Il faut accepter que la nature quantique ne ressemble à rien de ce que notre expérience quotidienne nous a appris à attendre, et que les seules descriptions véritablement fiables sont celles qui résistent à l'épreuve de l'expérience. Il faut, enfin, ne jamais perdre le sens de l'émerveillement devant la beauté et la cohérence des lois physiques. Un émerveillement qui était, pour Feynman, la motivation première et ultime de toute entreprise scientifique. Le monde que Feynman nous a révélé est un monde où des photons invisibles dansent entre les atomes pour créer les forces qui structurent la matière, où la lumière des étoiles parcourt des milliards d'années-lumière pour parvenir jusqu'à nos yeux, où le vide lui-même frémit d'une activité quantique incessante, où la simple charge d'un électron engendre un champ qui s'étend en principe jusqu'aux confins de l'univers. C'est un monde d'une beauté austère et grandiose, un monde qui récompense richement ceux qui prennent le temps de le contempler avec attention et respect. Richard Feynman est décédé le 15 février 1988 à Los Angeles, à l'âge de 69 ans, emporté par un cancer. Mais sa vision de l'électromagnétisme continue de vivre et de fructifier dans les travaux de milliers de physiciens à travers le monde. Les diagrammes qui portent son nom sont dessinés chaque jour sur des tableaux noirs et des écrans d'ordinateur dans tous les laboratoires de physique des particules de la planète. L'intégrale de chemin qu'il a inventée est un outil indispensable de la physique théorique moderne. Et l'esprit d'émerveillement, de curiosité et d'honnêteté intellectuelle qu'il incarnait continue d'inspirer tous ceux qui cherchent à comprendre la nature dans sa vérité nue. L'électromagnétisme, dans la vision de Feynman, n'est pas seulement une branche de la physique. C'est une fenêtre ouverte sur la structure profonde de la réalité. Une invitation à contempler la beauté cachée du monde. Un rappel que les lois qui gouvernent l'univers sont à la fois simples et merveilleuses, et qu'elles s'offrent à quiconque a la patience et le courage de les chercher. C'est, peut-être, le plus beau cadeau que Feynman ait fait à l'humanité. Non pas une collection de formules et de diagrammes, mais une manière de regarder le monde avec des yeux neufs, émerveillés et exigeants, en sachant que la nature a toujours plus à nous dire que ce que nous avons déjà entendu. Feynman nous a également légué une réflexion profonde sur la nature de l'explication scientifique elle-même, et l'électromagnétisme servait souvent de terrain d'illustration pour cette réflexion. Il racontait comment, lorsqu'on lui demandait « pourquoi ?», deux aimants se repoussent, il éprouvait une difficulté fondamentale à répondre de manière satisfaisante. Il pouvait expliquer que la répulsion est due aux champs magnétiques, que ces champs sont générés par le mouvement des électrons dans les atomes des aimants, que les interactions sont décrites par l'électrodynamique quantique. Mais chaque explication renvoie à un niveau plus profond de description. Et à chaque niveau, on peut toujours poser la question « pourquoi ?» à nouveau. Feynman considérait que cette régression infinie est inhérente à la démarche scientifique et qu'elle ne constitue pas une faiblesse, mais une richesse. La physique ne prétend pas répondre au « pourquoi » ultime. Elle décrit le « comment » avec une précision toujours croissante. L'électromagnétisme, la plus anciennement et la plus précisément comprise des interactions fondamentales, est le meilleur exemple de ce que cette description peut accomplir lorsqu'elle est menée avec rigueur, créativité et persévérance. Et c'est dans cet esprit que nous pouvons apprécier pleinement
ce que Feynman a apporté à notre compréhension de la force électromagnétique. Il n'a pas seulement résolu des problèmes techniques, aussi importants et difficiles fussent-ils. Il a changé notre manière même de penser, l'interaction entre la lumière et la matière, notre manière de visualiser les processus quantiques, notre manière de calculer les prédictions de la théorie. Et par-dessus tout, il a montré que la physique, pratiquée avec joie et honnêteté, peut être l'une des activités les plus profondément satisfaisantes de l'esprit humain. Les photons continuent leur danse éternelle, indifférents à nos regards, mais fidèles aux lois que Feynman a contribué à déchiffrer. Ils portent la lumière du soleil jusqu'à nos yeux, transmettent les signaux de nos téléphones, réchauffent notre peau, font scintiller les étoiles dans la nuit. Chacun d'entre eux est un messager de la force électromagnétique, un fragment d'une symphonie cosmique dont Feynman nous a appris à entendre quelques mesures. Et si nous écoutons attentivement, avec la même patience et la même curiosité que ce physicien extraordinaire apportait à chaque problème, nous pouvons, nous aussi, percevoir dans cette danse des photons quelque chose qui ressemble à une vérité profonde sur la nature de l'univers que nous habitons. Une vérité qui est, en dernière analyse, la même que celle que Feynman a poursuivie toute sa vie avec passion, humour et une humilité jamais démentie devant la grandeur de ce que la nature nous offre à contempler.